Bienvenue à cet événement, ce premier événement Crossroad. Alors Crossroad, donc un nouvel événement de l'école qui reprend en fait les anciennes rencontres professionnelles, mais qu'on essaye un petit peu de réorienter. Donc pour vous, qu'est-ce que ça va être? Quels sont les objectifs de cet événement? Donc c'est déjà des tables rondes, entendre un certain nombre de participants, donc architectes, avec des profils extrêmement différents, qui viennent vous parler de leur parcours, du métier. Vous êtes, vous, en master pour la plupart, donc vous allez bientôt vous poser ces questions de débouchés. L'idée, c'est pour vous d'ouvrir un petit peu les possibles sur ce que peut être la profession d'architecte. Quand j'ai commencé l'architecture, la profession d'architecte, l'objectif, c'était travailler en agence, soit à son compte, soit pour quelqu'un, mais voilà, on travaillait, grosso modo, on travaillait en agence. Il y avait déjà des personnes qui faisaient d'autres choses, mais ce n'est pas trop ce qu'on nous présentait. Aujourd'hui, voilà, le métier s'est extrêmement diversifié. Donc, on vous donne 2 jours comme ça pour essayer d'avoir un aperçu sur ces métiers. Je dis bien ces métiers de l'architecture parce qu'il y a des gens qui font vraiment des choses extrêmement différentes. Ça va être pour vous aussi l'occasion de parler plus en particulier avec certains intervenants, notamment les après-midi, puisque le matin, on est sur un format table ronde et les après-midi, on va être plus sur un format conversation. Et puis, c'est quand même 25 participants, donc c'est énorme pour vous. Et dans ces participants, bon, ce matin, c'est plutôt des anciens de l'école. Hein. Alors, différents niveaux d'anciens, hein, avec, je ne sais pas, voilà. Certains qui ont commencé leurs études avec moi, donc voilà, d'autres que j'ai eus comme étudiants, donc qui sont un peu plus proches de vous. Vous aurez l'occasion de voir des acteurs, donc des anciens de l'école, des gens qui ne sont pas du tout issus de l'école, des acteurs du territoire stéphanois ou de la région, et puis des gens qui viennent de beaucoup plus loin, de Belgique, qui sont passés par l'Italie, par le Japon, par le Sénégal, etc. Et dans les métiers, vous avez des gens... Alors, je me suis fait une petite liste parce qu'il y a des architectes, constructeurs ou pas, des petites, des grosses agences, des gens qui font plutôt de la construction neuve, des gens qui font plutôt du patrimoine, des praticiens donc, mais aussi des théoriciens, des chercheurs, des gens qui sont quasiment des fabricants, des enseignants, des urbanistes, des journalistes, médiateurs culturels, des gens qui sont politiques, qui sont des élus, des historiens, des vidéastes, curateurs, artistes, photographes, scénographes, j'en oublie certainement. Voilà. Donc, vraiment, voilà, cette ouverture sur tous ces métiers. Cet événement s'appelle Crossroad. Crossroad, donc le croisement en anglais, ou la croisée des chemins. Vous êtes vous-même à la croisée des chemins. L'école est aussi à une croisée des chemins, elle est en phase de grand renouvellement. Donc j'espère que vous allez trouver, à travers cet événement, votre voie, ou en tout cas que ça va vous guider, que ça va vous ouvrir un petit peu sur des horizons que vous n'aviez pas forcément imaginés. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais peut-être passer la parole à Caroline, qui est enseignante ici, et que vous avez dû tout savoir, je pense, à peu près, et qui anime pour ce matin ces tables rondes. Merci. Donc moi, je ne suis pas issue de Saint-Étienne, hein, j'ai fait Grenoble.
la petite différence. Il en faut au moins. On va recontextualiser la thématique de la table ronde, réhabilitation, rénovation et architecture. On va la placer dans un contexte neutralité carbone en 2050. On sait qu'aujourd'hui, la part bâtiment tertiaire résidentiel, ça représente environ 30% d'émissions des gaz à effet de serre. On a un objectif d'atteindre cette neutralité et que tous les bâtiments soient dits BBC en 2050. On a l'État qui débloque aujourd'hui, enfin qui est censé débloquer 14 milliards pour rénover 500 000 logements par an pour atteindre ces objectifs en 2050. Les grandes problématiques aujourd'hui, c'est comment la nouvelle génération que vous êtes va se placer dans cette problématique de réhabilitation et de rénovation. Comment réhabiliter, rénover au lieu de construire, et comment on prend la décision de réhabiliter ou rénover au lieu de construire. Donc je vais laisser les intervenants se présenter très rapidement. Vous avez une pluralité d'intervenants là autour de la table, qui n'est pas ronde d'ailleurs, qui va vous permettre d'appréhender cette contextualisation à la fois sous l'angle de l'architecte dans sa vision praticienne, mais aussi de l'architecte dans sa vision politique de gestion de collectivités territoriales et de la dimension des marchés publics dans le cadre des réhabilitations et des rénovations. Bonjour à tous, c'est un véritable plaisir d'être ici avec vous. Donc, moi je suis Dimitri Roussel, je suis le fondateur de l'agence d'architecture Dream. C'est une agence basée à Paris, on est une quarantaine de collaborateurs. Moi je suis stéphanois, j'ai grandi à Moreno, j'ai fait votre école d'architecture et puis j'ai terminé mon master à Paris. Nous, on a un positionnement très clair sur ces enjeux de transition énergétique et d'écologie. On est un peu les spécialistes français de la construction bois. Donc, on vous présentera 2 projets de réhabilitation avec des échelles très différentes et qui posent vraiment les questions qui ont été introduites. Bonjour à tous, Ronan Gallard, diplômé de l'école depuis 2014. Et puis, j'ai pu travailler dans différentes agences comme constructeur de maisons individuelles, bureau d'études, mais aussi chez une architecte qui faisait énormément de rénovation. J'ai pu avoir un projet perso de rénovation assez intéressant aussi. Et puis actuellement, je suis en doctorat et j'étudie un fonds d'archives d'un architecte stéphanois aussi, qui a travaillé énormément en Afrique de l'Ouest et en Éthiopie aussi. Et on pourra éventuellement discuter de la part de l'intérêt, du moins, de ce fonds d'archives, d'étudier un fonds d'archives et quelle place il peut avoir dans une rénovation. Bonjour à tous, Christophe Chaland. Je suis donc aussi issu de cette école. Je ne suis pas le plus ancien, je ne suis pas le plus jeune non plus. Je suis diplômé donc architecte DPLG, donc ça démontre une certaine ancienneté quand même, puisque c'est un statut qui n'existe plus vraiment. Depuis donc 2003, j'ai travaillé en tant que salarié en agence sur Saint-Étienne, sur différentes agences. J'ai été à mon compte pendant 8 ans sur Firminy et je suis aujourd'hui donc chargé d'opération dans une société publique locale qui accompagne en fait des collectivités sur l'agglomération du Puy pour la conduite donc et le suivi donc d'opérations qu'elles souhaitent mener sur leurs territoires communaux. Et en marge donc de cet exercice professionnel, je suis aussi élu à la ville de Firminy en tant qu'adjoint à l'urbanisme, au développement durable et au patrimoine, et donc complètement impliqué sur ces problématiques de construire notre territoire d'aujourd'hui au travers donc de l'architecture, mais aussi de l'urbanisme et de l'environnement et de la gestion du patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, le patrimoine pose aussi question sur la façon dont on peut réduire les consommations d'énergie, compte tenu de leur classement, et qu'on a peu de marge de manœuvre sur la façon d'intervenir sur ce type de bâtiment. Et à Firminy, on est pleinement concerné par ça avec l'œuvre Le Corbusier, qui présente un très grand intérêt architectural, urbain et paysager, mais qui aujourd'hui nous pose un certain nombre de questions sur la façon dont on peut s'inscrire sur une démarche environnementale et durable, quoi. Voilà.
Bonjour à tous, Philippe Jean Brézic, donc architecte à Saint-Étienne. Comme vous l'avez compris, je suis le priori le doyen de la table ronde. J'étais étudiant ici à l'époque où, à cette altitude-là, il y avait l'atelier maquette. Donc c'était vraiment c'était au Moyen-Âge. Aujourd'hui, je suis le fondateur et gérant d'une très nouvelle agence qui a 3 ans. Donc j'ai refondé mon agence après un parcours d'exercice libéral et de co-gérant d'une structure plus importante. Donc j'exerce sur l'agglomération stéphanoise depuis une bonne 30aine d'années. Donc l'agence a développé, c'est assez spécialisé dans la réhabilitation et la transformation de bâtiments publics. Et à travers ça, nous avons développé une sorte d'expertise sur les études d'usage concernant les bâtiments. Donc j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler là-dessus, en collaboration avec des designers d'usage, UX, UI, etc. Voilà, donc sur des expériences un peu marginales de la pratique habituelle. Voilà, donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Je vais vous passer une petite vidéo de Coralie Vernet qui n'a pas pu être avec nous ce matin, mais qui a enregistré sa présentation. Bonjour à tous, j'ai malheureusement pas pu être avec vous aujourd'hui pour cette table ronde, mais on aura sûrement l'occasion d'échanger demain lors des rencontres. Donc pour me présenter brièvement, je suis Coralie Vernet, architecte du patrimoine et gérante de l'agence Meopia basée à Paris. J'ai donc été diplômée de l'école de Saint-Étienne en 2015 et j'ai eu mon habilitation à la maîtrise d'œuvre en 2016. Donc pendant mes études, j'ai rapidement développé un intérêt pour le patrimoine ainsi que pour les projets de réhabilitation en général. Et après l'obtention de mon diplôme, il me paraissait donc assez naturel de commencer mon parcours professionnel dans ce domaine. J'ai donc intégré une agence de 50 personnes et j'ai travaillé en équipe sur des projets patrimoniaux d'envergure, principalement de la restauration de monuments historiques, en Corse, en Île-de-France et aussi en Bourgogne. En 2017, je choisis de poursuivre mon parcours en tant qu'indépendante et donc je collabore cette fois-ci avec des architectes du patrimoine sur différents projets de transformation d'édifices anciens en équipements culturels. Donc dans un même temps, je me spécialise aussi en intégrant l'école de Chaillot et donc j'obtiens mon diplôme d'architecte du patrimoine en juin 2019. Ces 2 expériences m'ont permis donc d'avoir une vision variée des pratiques en agence. Donc j'ai à la fois acquis des connaissances dans le domaine de la restauration des monuments historiques, de la reconversion de sites patrimoniaux, et j'ai aussi expérimenté le travail en équipe, l'échange avec des co-traitants, la gestion globale de projets, mais aussi tout ce qui est prospection en agence, aspect administratif et financier d'une structure d'agence d'architecture. Donc tout cela s'est fait avec un accompagnement complet de la part des personnes avec qui je travaillais. À l'obtention de mon diplôme de l'école de Chaillot, je souhaitais donner un nouveau tournant à mon parcours et l'opportunité de m'associer pour fonder une agence est arrivée de manière assez inattendue. Mais sans les expériences précédentes que j'ai eues, j'aurais pas pu me lancer aussi rapidement. Je pense qu'il y avait également une fibre entrepreneuriale non négligeable qui était déjà présente à ce moment-là. Et cela s'est pas fait sans de nombreux doutes, mais aujourd'hui je dirais que ce sont ces craintes qui m'ont fait grandir et savoir donc de quelle manière je voulais avancer dans ce domaine-là. Autant sur mes convictions architecturales qui sont vraiment liées à la restauration, la réhabilitation de l'existant, que sur la partie concernant la gestion d'agence, le management d'équipe et l'organisation globale. Donc aujourd'hui nous sommes 3 au sein de l'agence Meopia. On développe des projets patrimoniaux qui nous animent et dans une ambiance de travail conviviale et bienveillante. Donc si on reprend la vie d'un projet avant qu'elle arrive chez un architecte, en fait le projet prend naissance en règle générale dans la tête d'un ou plusieurs élus qui va réussir à le retranscrire en marché public pour mettre en place ce qu'on appelle des concours, peu importe leur forme. Une des premières questions aujourd'hui sur la réhabilitation et la rénovation, c'est comment une collectivité arrive à prendre en compte la réversibilité des bâtiments dans leurs usages, la circularité des matériaux, notamment dans leur réemploi, et faire le choix d'une réhabilitation plutôt que d'une démolition, sachant que parfois la réhabilitation peut avoir un coût supérieur à la démolition
Est-ce qu'il y a une estimation ou qui est anticipée au moment du marché public avant que ça arrive chez l'architecte? C'est beaucoup de questions en une. Oui. Alors, c'est vrai que la question aujourd'hui, déjà du projet, vous avez évoqué le marché public, mais la question de la réhabilitation se pose à l'échelle de la ville et concerne aussi des opérations qui peuvent relever du marché privé, et notamment au niveau du logement, puisque si je prends le cas de Firminy, puisque je pense que je suis là un peu dans ce contexte-là, Firminy, c'est une ville qui est donc une ville industrielle, qui a connu un passé industriel très riche et qui a connu aussi une fin de la vie industrielle, du coup, qui a conduit la ville à être sur une forme de déclin assez important, avec une grosse problématique autour donc, de l'activité industrielle, mais aussi une grosse problématique autour de la question du logement. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là, si on fait un petit peu d'histoire, qu'on s'est retrouvé donc, en fin du 19e, début 20e, donc, une grosse croissance démographique sur la ville où il y avait donc une forme d'habitat plutôt insalubre, enfin même pas plutôt insalubre, très insalubre, et nécessité donc de reconstruire et offrir d'autres possibilités d'habiter un logement, qui a conduit donc à la construction du quartier de Firminy Vert. Et ce quartier de Firminy Vert, vous le savez, en fait, regroupe aujourd'hui donc l'œuvre Le Corbusier, comme je disais tout à l'heure. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette problématique qui était existante donc, entre la fin du 19e, début 20e et jusqu'aux années 50-60, où on a développé une nouvelle offre de logement, eh bien, on se retrouve un peu dans cette configuration-là aujourd'hui, où ce logement qu'on a reconstruit dans les années 50 jusqu'au début des années 2000 ne répondent plus aux besoins, sont des logements qui sont pour la plupart vacants. On a un gros taux de vacances et on a aussi donc, des logements qui n'ont plus les formes spatiales qu'on souhaiterait avoir aujourd'hui et qui sont souvent en logement collectif. Les gens veulent du logement individuel avec leur petit jardin. Et tout ça fait que bien on se retrouve avec un parc de logements assez conséquent sur la commune qui est énergivore. En plus de ça, donc voilà, il faut se questionner sur la façon dont on peut se réapproprier ce parc de logements. Et ce parc de logements donc, concerne à la fois des bailleurs sociaux publics, des bailleurs sociaux privés et des propriétaires bailleurs privés. Donc tout ça nous conduit aujourd'hui à savoir comment appréhender cette question du logement dans un projet global de renouvellement urbain avec la mise en place d'un certain nombre de dispositifs comme l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Donc tout ça consiste à mettre certains propriétaires privés bailleurs devant leurs responsabilités en tant que propriétaires bailleurs, pour pouvoir réhabiliter leurs logements, les rendre plus performants et plus adaptés aux modes et usages d'aujourd'hui. Donc ça, il y a la première chose. Donc ça concerne en gros une centaine de logements sur la collectivité. Il y a donc le parc social, notamment j'évoquais tout à l'heure le quartier de Firminy Vert. Donc là, c'est 1125 logements qui a un taux de vacances proche de 20 à 25%, donc un taux de vacances relativement élevé, des logements donc aussi plus adaptés aux formes d'usage aujourd'hui, très énergivores, alors que ce quartier-là, en plus, permet enfin, on l'appelle Firminy Vert parce que ça porte très bien son nom. En fait, on est dans un contexte urbain et paysager qui est très riche. Dimitri, qui est intervenu récemment voilà, sur le site, pourra le confirmer. Voilà. Et donc, c'est cette structure donc, qu'on pourrait apparenter en fait, à un grand ensemble. Aujourd'hui, on parle souvent de ça. Alors, ce n'est pas tout à fait un grand ensemble, mais on est vraiment sur une ville moderne. Et cette ville moderne, en fait, il faut la porter sur un concept de ville durable. Et donc, aujourd'hui, avec Habitat et Métropole, donc, qui est propriétaire de 95% de ces logements, on est en train de travailler pour pouvoir redéfinir cette façon d'habiter dans ce parc-là. Pour pouvoir donc ouvrir à d'autres perspectives qui ont été à travers les thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà. Et puis après, effectivement, sur la question de la réhabilitation, on peut aussi parler donc, des équipements municipaux. Là, effectivement, on parle vraiment de marché public.
Et la ville de Firminy, donc, comme je disais, a subi une très grosse croissance démographique au début du XXe siècle jusqu'aux années 70, ayant comme perspective, je dirais, de pouvoir accueillir 40 000 habitants. Bon, il n'y a jamais eu 40 000 habitants à Firminy, il n'y en a eu que 25 000 maximum. Et aujourd'hui, on n'est plus que 16 000 habitants. Et quand il y avait cette très grande prétention de vouloir atteindre 40 000 habitants, eh bien, la collectivité de l'époque avait décidé, à juste titre, donc, de créer du logement, mais aussi créer des structures qui permettaient donc, de développer une vie sociale, culturelle, sportive aussi, donc en mettant en œuvre la construction donc, d'équipements sportifs, d'écoles, des espaces socio-éducatifs, des centres d'animation, enfin voilà, tout un tas d'équipements, et qui aujourd'hui, là aussi, ont subi tout ce passé avec un patrimoine relativement important qu'on doit gérer. Et ce patrimoine ayant été construit à une époque où on se préoccupait peu, je dirais, de la consommation d'énergie notamment, puisque aujourd'hui on est vraiment confronté à ces problématiques-là, il faut la mettre sur la table. Eh bien, il faut qu'on arrive à développer, je dirais, un plan guide et une planification, je dirais, en termes d'investissement pour pouvoir réhabiliter et continuer à faire vivre en fait ces bâtiments. Donc, on est un peu sur une période charnière. Donc, les questions qui m'ont été posées tout à l'heure, je n'ai malheureusement pas toutes les réponses, et je crois qu'on est peu d'élus à avoir des réponses en fait à toutes ces questions-là. Mais quoi qu'il en soit, on est bien confronté à une problématique qu'il faut prendre en considération dans toutes ces dimensions. Et l'augmentation d'ailleurs du coût de l'énergie aujourd'hui fait que les orientations budgétaires qu'on peut avoir au niveau d'une collectivité, elles sont vraiment très problématiques, puisqu'on a des factures d'énergie qui sont relativement importantes, et que pour pouvoir réduire ces coûts de fonctionnement, il faut qu'on puisse investir de manière importante sur ce patrimoine pour pouvoir le rendre plus conforme aux attentes et surtout beaucoup moins énergivore. Donc la question de la réhabilitation est très importante. Après, se pose quand même la question, à un moment donné, est-ce qu'il vaut mieux réhabiliter? Est-ce qu'il vaut mieux démolir, reconstruire? Est-ce qu'il vaut mieux reconstruire ailleurs? Enfin, voilà. Donc, après, ça, c'est d'autres thématiques qu'on abordera dans les autres tables rondes, mais la question de la réhabilitation est vraiment très importante à prendre en considération, notamment sur la question du logement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des immeubles de logement, notamment sur le quartier de Firminy-Vert, qui permettent une grande modularité sur la façon de recombiner en fait, tous ces bâtiments-là qui peuvent aboutir à des réponses tout à fait satisfaisantes. Après, sur la question de la réhabilitation des équipements, les écoles, je pense que la question ne se pose pas non plus. On est en capacité de pouvoir le faire. Après, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la plus grosse problématique qu'on a sur la question de la réhabilitation, c'est sur la gestion d'un patrimoine, notamment lorsqu'il est inscrit ou classé. Et qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple, par exemple, de la piscine sur Firminy-Vert, cette piscine, là aussi, ne répond plus vraiment aux formes et usages qu'on peut attendre d'une piscine. Aujourd'hui, on se rend plus sur des centres aqualudiques avec des espaces de loisirs. Voilà. Et la piscine qui avait été faite à l'époque était surtout une piscine qui était presque une piscine de compétition, enfin, voilà, où on avait vraiment une pratique sportive qui n'était pas orientée sur loisir, mais plus sur le niveau compétition. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce bâtiment-là, étant inscrit à l'inventaire des monuments historiques, eh bien, ne peut pas être modifié au niveau de ses façades. Et donc, on a des coûts de consommation d'énergie qui sont relativement importants, qui nous met dans une situation financière très compliquée, puisqu'on a des pertes d'exploitation qui sont supérieures aux millions d'euros chaque année, quoi. Voilà. Donc, sur la question de la piscine, aujourd'hui, on n'envisage pas forcément de réhabiliter cette piscine, mais bien de reconstruire un nouvel équipement sur un autre site, parce qu'en fait, on ne pourra jamais en fait, atteindre des objectifs qui permettraient d'avoir un bâtiment basse consommation sur cet équipement-là, quoi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sujets, en fait, qui nécessitent beaucoup de questions sur ces thématiques-là. Merci beaucoup. Sur la partie patrimoine, pour rebondir sur les piscines, Coralie Vernet sera là normalement demain dans la journée, demain après-midi, vous pourrez la rencontrer. Se pose également la problématique des piscines tournesol. Juste pour vous donner une idée, piscines tournesol sont ces piscines rondes. Il y en a quelques-unes en France.
Aujourd'hui, les collectivités, elles ne sont plus adaptées à la pratique de la natation telle qu'on l'entend pour une collectivité. Il y a un mouvement qui est en train de se monter pour essayer d'obtenir une protection de ces piscines-là, puisqu'elles sont démolies les unes après les autres. Donc la question de l'architecture du patrimoine par rapport à la réhabilitation, c'est une vraie question aujourd'hui. Difficile aussi d'y répondre. Donc Coralie Vernet sera là pour y répondre demain après-midi. Si je reviens aux praticiens, comment vous abordez-vous la question de la réhabilitation par rapport à ces usages, par rapport à ces matériaux? On sait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réemploi. Il y a même des nouveaux métiers qui se montent par rapport à ça, au réemploi des matériaux sur site, à la valorisation des déchets. Alors quand je parle des déchets, je ne parle pas des déchets ménagers, je parle des déchets de chantier, l'excavation des terres et ces choses-là. Comment vous abordez ça dans vos projets et puis montrez vos exemples éventuellement pour pouvoir les commenter. Alors moi déjà, ce que je voudrais dire aux étudiants, c'est que j'ai une agence depuis 10 ans en février, et j'ai vraiment vu l'évolution de la commande. C'est-à-dire que la réhabilitation, c'était vraiment un marché de marge, peut-être jusqu'à il y a 2-3 ans. Il y avait aussi, moi je suis une agence où on construit beaucoup du neuf, notamment en bois, mais on construit beaucoup du neuf. Et il y a vraiment un tournant là. Donc je veux vraiment vous sensibiliser sur cette question de la réhabilitation. Ce n'est pas un sujet anecdotique, c'est en train de changer radicalement. Et avant, donc à Ferbigny, c'est un peu spécial parce que vu qu'il y a le Corbusier, c'est la question de la réhabilitation, ces monuments historiques, il y a des gens très compétents, on en prend soin. Moi, je travaille beaucoup avec des bailleurs qui ont partout en France, on va dire, et souvent la réhabilitation, ça se limitait à une réhabilitation thermique, c'est-à-dire qu'on prenait ces immeubles, ce qu'on appelle des passoires thermiques, et ils budgétaient simplement. Donc, en tant qu'architecte, et dans l'idée qu'on a de l'architecture créative, c'était souvent très très contraint. Donc souvent, il y avait une grande frange d'architectes qui ne le regardaient même pas. Il y a toujours eu 2-3 exemples. J'espère que vous connaissez tous la tour Le Bois, le Prêtre de l'Acaton-Vassal, qui est la référence française en termes de réhabilitation, thermique, mais pas que thermique, sociale et architecturale. Donc si vous ne connaissez pas, vous notez, et vous devez vraiment étudier ce projet, parce que qui a vraiment, alors c'est à Paris, c'est des bailleurs qui reflètent pas ce qu'est la réhabilitation, on va dire, en France, mais qui ont fait un exemple qu'on a chez nous avec un architecte français qui est très très intéressant à étudier. Et moi, ce que je vois, c'est que les bailleurs et les collectivités, ils sont en train de se re-questionner sur ce budget pour sortir de l'enjeu purement technique, c'est-à-dire thermique. Oh là là, c'est des passoires thermiques, l'État nous a mis la pression, il faut qu'on isole les bâtiments, mais pour réintégrer tout un volet usage, création, et du coup, nous, les architectes, je pense qu'on doit se réintéresser à ces questions. Voilà. Alors, c'est en train de changer. Je dirais qu'il y a encore 90% des réhabilitations du parc social qui restent sur des sujets un peu low-cost thermiques, mais ça arrive. Et c'est aussi à nous d'avoir des idées, comme les ont eu l'Acaton-Vassal sur le Bois-le-Prêtre. Chaque sujet est différent. Et vous, étudiants, là, vous êtes dans votre phase phosphorescente, il faut se prendre ce sujet et amener des idées. Parce que pour le coup, je pense pour vous, ce qui est intéressant, c'est que vous n'arrivez pas sur un marché où il y a des idées à avoir, il y a de la place. Donc pour vous qui allez créer des réhabilitations un peu intelligentes et créatives, avec votre formation beaucoup plus basée sur ces enjeux énergétiques, vraiment, il y a un boulevard pour vous. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, vous le retenez. Vous allez arriver sur le marché du travail là, dans 2-3 ans, et il y a vraiment des opportunités. Vous êtes dans un bon moment. Voilà. Après, nous, typiquement, notre agence, moi, c'est une stratégie que j'ai mise en place depuis 2 ans. On veut faire des réhab créatives. Voilà. Et donc, on réfléchit. Donc, alors, j'ai une présentation, ça dure 5-10 minutes. Je ne sais pas comment on fonctionne. Non, c'est bon. J'enchaîne et puis après tu interviens. Voilà. Alors juste pour compléter sur la réhabilitation des bâtiments, pour être très terre à terre, aujourd'hui quand vous avez un bailleur qui vous demande de réhabiliter un bâtiment, souvent le mandataire, on vous demande que ce soit le bureau d'études, l'architecte arrive en deuxième, ça n'est que la réhabilitation thermique des façades avec le retournement des halls d'entrée et ça n'est que cette intervention-là qui est faite. C'est-à-dire que la question de l'usage du logement, dont on parlait tout à l'heure, n'est absolument pas posée, notamment avec la problématique du télétravail. On sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie dimension au niveau du télétravail dans le logement et que les logements ne sont pas adaptés pour absorber cette nouvelle façon de travailler.
Donc c'est en train de se modifier, mais très très lentement. Mais ça arrive, donc anticipez la commande qui arrive pour vous. Et l'autre gros sujet aussi, par contre ça c'est déjà là, c'est-à-dire qu'on récupère un parc obsolète d'immeubles de bureaux. Et nous à Paris, en Ile-de-France, on le voit beaucoup. Donc il y a aussi beaucoup ça pour vous, c'est comment ces immeubles de bureaux, qui ont des caractéristiques très spécifiques, on les transforme en logement. Et ça, c'est une question d'aujourd'hui. Il y a tout un concours qui est lancé en France sur ce sujet. Et donc ça aussi, il n'y a pas trop de références. Je ne peux même pas vous citer un exemple phare, comme j'ai pu le faire avec la Caton Vassal. Donc ça, c'est aussi voilà, des idées, une question qui est posée aux architectes, et dont ceux qui auront les bonnes idées vont aller plus vite que les autres. Donc je vous mets ça en challenge parce que c'est un vrai sujet aussi pour vous. Donc moi, comme je vous le dis, j'ai pas de référence en réhab. Il y a un truc assez dur dans notre métier, c'est que pour candidater, il faut des références quand c'est la première fois. Non. Donc il faut apprendre à créer sa commande. Bon, nous, j'ai voulu faire une réhab et donc du coup, le premier commanditaire de ma réhab, c'est moi-même, c'est-à-dire qu'on a acheté des bureaux dans Paris, donc plutôt sujet patrimonial. Voilà, on est à Bastille, là, au cœur de Paris, passage du Cheval Blanc, donc un passage classé. Et donc nous, on a acheté, vous voyez là, les architectes, on n'a pas trop de sous, donc on achète des choses toujours un peu en ruine. Donc c'est un patrimoine sublime, mais il y avait, on voit la bâche, tout ça, ici au rez-de-chaussée, un atelier un peu en l'état. Et alors, ce qui est intéressant, parce que moi, vous l'avez compris, je construis beaucoup de neufs en structure bois. J'ai fait très peu de réhab, mais ce qui est génial avec le bois, c'est que finalement, donc je sais comment on construit en bois, et vu que j'ai acheté un bâtiment en bois, en fait, j'étais très à l'aise pour manipuler ce bâtiment. Donc on a acheté tout le rez-de-chaussée de ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment de 1824, donc 200 ans. Donc ça, c'est juste à côté. Donc c'est pour vous dire que c'est un patrimoine classé. Et donc voilà, je vais vite parce que ce que je voulais juste vous dire sur ce sujet, parce que j'ai deux exemples. Donc il y a des vraies questions. On peut faire de l'architecture en fait à Paris, patrimoine. Donc moi, je fais une architecture invisible, c'est-à-dire qu'on va créer une extension par le bas en refaisant des représentances sous œuvre. Donc sur des sujets patrimoniaux, on peut créer de l'espace, on peut questionner les usages. Mais là, je le fais en descendant, parce qu'à Paris, on n'a pas forcément envie d'en voir une surélévation contemporaine dans un quartier patrimonial. Du coup, il y a des opportunités, il faut juste parfois chercher ailleurs. Là-dessus, c'est Grandscape de Perrault, qui parle beaucoup de cette architecture du sous-sol. Hop. Donc ça, c'était à peu près l'état dans lequel on a trouvé. Et en fait, ce qui est intéressant, donc, je rebondis par rapport à ce que tu disais, on a commencé à curer, hein. Et donc, on a fait apparaître, parce qu'en 200 ans, vous imaginez qu'il y a eu des couches, des couches, des couches, des couches. Donc, on commence par curer. Et là, génial, j'ai fait apparaître la charpente existante. En plus, à l'époque, ils construisaient en chêne. Donc, aujourd'hui, on construit en pin. Et donc, c'est des bois sublimes. Pour nous, c'est du luxe, le chêne. Moi, j'étais là. Et quand j'ai acheté le local, il y avait un permis où ce qui était prévu, c'était tout péter, faire des IPN en métal et on faisait un plancher en béton. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à répertorier et stocker les matériaux. Quand on a enlevé la dalle, j'ai trouvé des pavés. On a fait des recherches historiques. C'est des pavés qui sont issus de la démolition de la Bastille, la prison de la Bastille. Donc, il y a des révolutionnaires là qui ont coulé leur sang sur mes pavés. Donc, on les a stockés. Et pareil pour toutes les poutres, parce qu'on a changé tous les niveaux, parce que on va dire les volumes étaient obsolètes par rapport à l'usage qu'on voulait en faire. Mais on a déposé, en fait, et on a retaillé toutes les poutres, on les a retaillées et on les a repositionnées en changeant les altimétries. Vous voyez, avant ils étaient là, on a descendu le plancher de 40 cm et je n'ai pas amené un nouveau élément structurel. J'ai fait avec le déjà là. Il y en a 2-3 qui étaient pourris, j'ai pris celle des combles parce que j'ai voulu récupérer la hauteur. Et donc j'ai manipulé la matière qui est là depuis 200 ans pour refaire un projet. J'ai juste rajouté un plancher CLT. Donc on voulait rajouter une mezzanine, et du coup là je suis allé chercher du CLT, donc c'est du bois, vous connaissez tous le CLT, c'est un plancher, c'est une technique industrielle contemporaine en bois massif, c'est très performant, c'est très intéressant à comprendre les caractéristiques, c'est genre ça reste 4 fois moins lourd qu'un plancher béton, et donc sur une charpente existante, et puis ensuite voilà, on est venu finir l'aménagement, mais je voulais juste citer, et puis ça c'est le projet fini, qui est fini aujourd'hui d'ailleurs, mais que je n'ai pas encore pris en photo. On s'est installé la semaine dernière. Mais tout ça pour dire que voilà, je suis sûr que chez vous, vous avez forcément
un oncle, une tante à réhabiliter. Parfois, la réhab, ça peut commencer par un petit sujet. On trouve toujours quand même autour de soi une petite commande potentielle quand on est une jeune agence, mais il faut vraiment s'intéresser et amener une idée, et ça suffit pour la vendre. Parce que grâce à ça, donc à l'échelle de mon agence, c'est un petit projet, ça me permet d'aller... là, on missionne pour habiliter 25 000 m² à Paris. J'ai montré ça, j'avais rien fait avant. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut prendre ce que vous avez sous la main, vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, et ça peut vous permettre de faire une référence et ensuite grandir. Et en fait, le deuxième sujet, donc ça c'est très intéressant, quand je vous parlais de transformer des bureaux en logements, on a gagné un concours récemment, c'est un site assez extraordinaire, on est à Sophie Antipolis. Vous avez lu le livre Antipolis sur un peu ces villes, une ville moderne, imaginée avec beaucoup d'utopie. Et donc aujourd'hui, il y a un patrimoine assez bizarre, et notamment, là, c'était un concours lancé pour réhabiliter cet ensemble qui est au milieu d'un boisement sublime. Mais alors l'ensemble, voilà, 2002, la pire architecture possible. Et le problème de Sofia, c'est un peu comme ça, des boîtes à chaussures rien du tout, avec un grand parking pour garer les voitures. Et donc nous, en fait, quand on a fait un diagnostic, donc le concours, c'était vous détruisez tout, le brief, hein, et vous construisez un nouveau quartier de logement. Et en fait, quand on a visité, à la fois on était choqués par le plan masse et l'architecture, et à la fois, quand je visitais, la structure en béton préfabriqué alvéolaire, j'ai dit c'est beau, en fait il y avait des grandes portées qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, plus de quasiment 8 mètres. J'ai dit ça en fait il y avait quand même un intérêt patrimonial. Et puis je me suis dit 2002, ça a 20 ans, à l'époque ça n'avait même pas 20 ans, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Je me suis dit c'est impossible qu'on détruise. Donc ce qu'on a proposé nous, c'est en fait le gros problème c'était de gérer le parking. Donc sur les 4 bâtiments, on en déconstruit un, on crée un parking caché en sous-sol, et on garde les 3 bâtiments existants. Tant pis, le plan masse, on garde. 2002, on ne détruit pas. Impossible, trop de matière. Donc par contre, le mode constructif fait que les façades étaient préfabriquées. Donc en fait, donc, ça aussi c'est important. Les architectes, la capacité à comprendre un bâtiment existant. Ça aussi, c'est une question qu'on ne me posait pas du tout, moi, quand j'étais étudiant il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est quand même, ça part de là, une réhabilitation. Qu'est-ce qu'on regarde comme bâtiment? Et en fonction des époques, tout ça, c'est très différent. Et donc là, et ça nous permet du coup de lui refaire une peau en MOB, donc en FOB, donc façade ossature bois, et donc de travailler après sur un enduitaire local, éco-sourcé. Donc je garde la forme. C'est finalement une co-conception avec ce mauvais architecte de l'époque, mais je recrée les usages, je recrée la lumière, et à l'intérieur, on réutilise. Et après, je construis un bâtiment neuf en structure bois, ce sera le premier de Nice, et du coup, je gère la voiture. Et donc ça, et on a gagné ce concours, alors que c'était vraiment pas demandé, parce qu'on a convaincu, moi je leur ai dit, on va pas détruire un patrimoine de 2002, et ça m'a fait gagner le concours. Donc tout ça pour vous dire que ça devient vraiment... alors que je pense, il y a 10 ans, je travaillais avec cette idée, ils m'auraient dit, laisse-nous tranquille, on détruit, on refait, quoi. Donc tout ça pour dire que cette question de la réhabilitation, pour vous, elle a un vrai enjeu, même d'accès à la commande. Voilà. Juste le rapport du coût entre la démolition complète et la reconstruction. Alors, ça coûte moins, dans ce cas-là, ça coûte un peu... ça nous coûte moins cher de réhabiliter que de construire. C'est quasiment iso-coût, hein, mais c'est légèrement plus cher les bâtiments que je reconstruis que la réhabilitation en plus. Donc c'est intéressant parce que pour le client, là c'est du promoteur. Hein, parce que je voulais rebondir là-dessus quand même. C'est que la réalité, c'est que la moitié des commandes en France sont faites par la commande privée. La moitié, je n'ai pas les chiffres exacts. Et que du coup, on est moins parfois sur ces réflexions en amont de collectivité, une intelligence publique qui vous donne un peu le sujet bien réfléchi. Là, c'est moi tout seul qui dis au client non, on ne détruit pas. Donc, cet enjeu un peu politique, vision urbaine, vous allez la voir aussi. Hein. Ce n'est pas forcément un brief qui reçoit sur un appel d'offres public et vous faites juste l'architecte. Il faut cette vision. On détruit, on ne détruit pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on défend? Quel est l'enjeu de la ville? Souvent, c'est nous, les architectes, qui savons dire même aux collectivités ou aux clients l'enjeu énergétique, ce genre de choses. Donc vous avez ce rôle, c'est le devoir de conseil, d'apporter votre vision et parfois de remettre en cause un brief. Donc tout ça pour dire que voilà, de près, ça donne ça.
on va poser une démolition et puis ensuite on va reconstruire, on a revu les usages. C'est une architecture assez élémentaire. Moi j'aime bien, on remet des volets en bois, on travaille un enduit à la chaux et un enduit terre. Et donc on va reprolonger pour 20-30 ans ce bâtiment. Et voilà. Et quand vous regardez ce que je fais à l'agence sur le site de Dream, c'est très différent, mais c'est l'enjeu de la réhabilitation. Voilà sur les deux exemples que je voulais parler. Pour être bref, on pourra parler si vous avez des questions. Monsieur Jean Brézic. Oui, peut-être que je peux m'appuyer sur les quelques images que j'avais choisies. Je vais être sans doute assez redondant par rapport à ce qu'a dit, parce que nos expériences sont un petit peu... voilà, c'est les mêmes stratégies qui sont à l'œuvre. Donc, je vais revenir sur la première diapo. Donc, simplement pour vous dire, il y a plusieurs modes opératoires qui peuvent être à l'œuvre. Donc, je vous demande de vous rapprocher de vos enseignants pour avoir les définitions exactes de chacune, parce que ce n'est pas mon rôle ici de faire un cours. Merci. Voilà, mais il y a des degrés dans le niveau d'intervention. Voilà. Et c'est des modes opératoires qui sont à mettre en œuvre et à bien comprendre dans quel cours vous jouez. Hein. Et puis après, il y a des positionnements qui sont très différents suivant les projets. Donc, l'un des aspects sur lequel je voulais aborder, c'est que, et sur le rôle de l'architecte, c'est l'approche pluridisciplinaire, et il ne faut pas que la question énergétique, même si elle est majeure, même si elle est extrêmement importante, soit l'arbre qui gâche la forêt. Parce que derrière cet aspect-là, il y a plein d'autres aspects, d'autres enjeux qui sont esthétiques, urbains, d'usage, etc., etc. Et c'est cette complexité-là. L'architecte est le seul à pouvoir la prendre en charge et avoir la capacité à faire des propositions, à faire des synthèses, à faire des propositions, avoir cette vision un petit peu générale. On a souvent, ou parfois, on va dire, des bailleurs qui ont ou des maîtres d'ouvrage qui ont des raisonnements ou des fonctionnements qui sont assez en silo. C'est-à-dire, cette année, on va refaire l'étanchéité. Et puis, ils font l'étanchéité, ils ne font pas d'isolation thermique. Des choses comme ça. Mais voilà. Donc ça commence à changer, on commence à avoir des approches globales, mais c'est effectivement quelque chose qui est assez lent, qui est difficile. Il faut se battre à chaque fois pour réélargir le questionnement sur une réhabilitation, et il y a des outils pour le faire. Voilà. Et l'architecte, à ce moment-là, a pleinement sa place parce qu'il a une approche transversale. Et aussi, c'est l'occasion d'intervenir dans des équipes, mais c'est vrai dans tous les projets d'architecture, en équipe pluridisciplinaire et se faire accompagner par les bureaux d'études qui vont bien, également des designers, d'autres champs, d'autres disciplines, de manière à être effectivement force de proposition. Alors, on va avancer. Donc, je vais passer quelques exemples rapidement, et puis simplement pour illustrer les attitudes que l'on peut avoir face à un bâtiment. Donc ici, c'est Salois, c'est pas loin d'ici pour les Stéphanois. L'idée, c'était... Alors là, il n'y a pas de question énergétique. Hein. Voilà. C'était absolument pas le sujet. C'était une espèce de grande ruine romantique. Donc, site classé. Les Gorges de la Loire sont sites classés en termes de l'environnement, mais le bâtiment lui-même n'est pas classé. Donc, une espèce de grande ruine romantique sur un piton rocheux au-dessus de la Loire. Et on nous demande de mettre à l'abri, c'est des grands volumes à l'intérieur, de mettre à l'abri des courants d'air, des activités qui peuvent s'y dérouler. Donc, il faut mettre des menuiseries. Donc, menuiseries, je dis, mais il n'y a pas d'usage derrière. On ne sait pas vraiment la datation du bâtiment, enfin l'histoire du bâtiment on le connaît, mais il a été extrêmement transformé et il n'a pas un style ou un caractère extrêmement particulier. Donc l'idée a été de mettre des vitrages sans reflet et sans menuiserie. Donc pour garder ce trou béant, alors ça se devine un petit peu, pour ne pas changer la silhouette du bâtiment. Donc ici c'est une attitude où on intervient de manière à ne pas changer la perception qu'on a du bâtiment. Alors le même bâtiment, mais dans ce bâtiment, on peut dialoguer avec les vieilles pierres, le bois existant, etc. Et rien n'empêche d'introduire un vocabulaire contemporain avec un matériau complètement tranché qui est le bois, et pour venir insérer une boîte dans la boîte. Ici, c'est le local d'accueil des permanents qui viennent l'été pour accueillir le public dans ce château. C'est un lieu qui est ouvert au public.
Autre attitude ici, c'est donc une mairie dans la plaine du Forêt, à Bonson. En fait, il y avait ici, je ne sais pas s'il y a un pointeur avec ça. Enfin, vous voyez, la partie claire à droite, la partie vers droite, c'était l'ancienne mairie. La partie claire à gauche, c'était la poste. Et la poste est partie et il a fallu étendre la mairie, refaire de 2, en faire 1. Donc, avec un projet que je connaissais depuis longtemps et qui est dû au talent, et là c'est un sujet de thèse, s'il y a quelqu'un je ne sais pas si ça a été fait, mais c'est Raymond Martin qui était un architecte stéphanois assez connu, et donc qui a produit ce projet qui est assez intéressant, malgré une lecture que je n'ai toujours pas décryptée, bien que je le connaisse depuis très très longtemps. Voilà, et c'est un mouvement esthétique stéphanois qui a eu lieu, assez bref, qui s'appelait les émotionnistes, et qui regroupait architectes, peintres, etc. Donc ils allaient, c'était l'époque de l'abstraction lyrique, etc. Donc ils allaient se laisser aller à l'émotion et la traduire par le trait et en faire de l'architecture. Donc voilà, c'est une information que j'ai eue un petit peu à la marge. Donc si quelqu'un veut s'y atteler, c'est un sujet. Voilà. Oui ? Non ? Eh ben voilà. Voilà. Ben, ça a été très, très bref. Ben, voilà. Voilà. Donc j'ai découvert ça. Donc après la stratégie, là, je vais peut-être pouvoir développer si j'ai 2 minutes. C'est de se couler dans le moule. Alors là, se couler dans le moule, ça fait un peu trivial. Il y a un concept que j'utilise très souvent en rénovation et qui vient du Japon, enfin de l'Asie, et qui s'appelle shu-ali. Donc c'est rentrer dans le moule, s'approprier le moule et briser le moule. C'est en 3 étapes. Et donc c'est un processus d'apprentissage dans les arts martiaux, etc. Donc, qui n'est pas forcément le processus d'apprentissage qui est en vigueur dans les écoles d'archi, mais c'est intégrer la norme ou les règles de l'art, complètement se les approprier, de manière, donc épouser le moule comme l'eau épouse la forme du bol. Hein, et une fois que ce processus est fait, qui peut être long, eh ben, on atteint la parfaite liberté, hein, pour le dire comme ça, et on peut briser le moule. Et c'est une attitude qui est assez intéressante sur la rénovation. C'est-à-dire, si on attaque une rénovation en disant « moi, je », on va se planter, on va passer à côté. Donc, il faut avoir une attitude un petit peu égolaise, hein, mettre son ego un tout petit peu plus en sommeil et s'imprégner du bâtiment, ouvrir les plans, développer, comprendre le mode constructif, ouvrir les plans d'époque, passer un petit peu de temps dessus pour bien les comprendre et avoir une espèce de bienveillance sur le bâtiment, de manière à ce que la solution émerge, la solution de rénovation émerge de cette approche un peu fine, un peu sensible qu'on peut avoir sur un bâtiment. Rapidement, là, pour faire la couture, donc c'est les parties sombres, hein, c'est la salle du conseil et des bureaux, etc. Et quand on se penche sur les plans, et ben on s'aperçoit qu'il y a une trame constructive assez rigoureuse qui cale un petit peu cette exubérance expressive. Et le projet donc, de rénovation et d'extension, là, de couture, se cale sur cette trame constructive. Et ce qui fait qu'on a une lecture d'ensemble malgré des matériaux et une écriture plus contemporaine. Donc ça demande une conscience, effectivement, ou une connaissance des modes constructifs de l'époque, avoir un petit aperçu sur les principes esthétiques qui étaient en vigueur, voilà, et puis ouvrir les plans et essayer de comprendre comment ça a été fait. Suivant. Idem, là, c'est une école qui n'est pas loin de chez vous, c'est les ZADS. Donc, c'est dans une ancienne halle industrielle. Bon, vous connaissez le site. Bon, simplement, là, pour vous dire, la question, c'est le rythme. En haut, vous avez des méga-poutres, des méga-poutres béton, hein, sur la partie tout en haut. Je sais pas où est le pointeur, enfin, vous les avez vus. Et l'idée, c'est aussi la même chose, c'est de s'insérer dedans et de respecter les rythmes du bâtiment. C'est-à-dire les lire, les comprendre et se les approprier et venir s'insérer dedans de manière assez rythmée. Donc ces mégapoutres, j'avais l'idée de... Donc ça, il y avait un manque criant de surface. Donc j'avais l'idée de suspendre le plateau qui est le plateau supérieur qu'on voit en bois au mégapoutre.
Alors j'ai appelé l'ingénieur, et il m'a fait un petit calcul, et tout va bien. Ça passe juste limite à 3-4%, ça passe, donc on continue l'étude, et on s'aperçoit qu'à l'étage supérieur, les ADS, les PAS, qui est un autre bailleur, avaient eu la même idée que moi, c'est-à-dire mettre des mezzanines. Et la mezzanine du dessus plus la mezzanine pendue, ça passait plus sous les poutres. Donc on a été obligé de mettre des colonnes. Donc, d'où l'importance, au-delà de l'anecdote, c'est de bien avoir une vision globale du bâtiment à chaque fois. Transformation, donc là c'est l'autre partie du même projet ou d'une halle industrielle, on en fait un auditorium, donc c'est l'équivalent d'ici à l'école d'art et de design. Simplement ce lieu était travaillé aussi avec des designers, avec une designeuse, et l'idée c'est d'interroger les nouveaux modes d'enseignement, et ce lieu peut permettre des relations non frontales entre les étudiants et les orateurs et ce qui s'y manifeste. Une école à Saint-Chamond d'un style assez je perds le mot, d'un style. Attendez voir, c'est pas néoclassique, c'est juste. Alors j'ai un trou. C'est pas Art Nouveau. C'est Art Déco. Art Déco, ça y est, voilà, c'est Art Déco. Voilà, un style Art Déco assez affirmé, mais qui avait subi, donc comme beaucoup d'écoles, un certain nombre d'interventions assez malheureuses. On avait baissé les plafonds pour consommer moins d'énergie, changer les menuiseries sans respecter le dessin original, enfin, etc. Donc il y avait beaucoup de couches effectivement qui s'étaient accumulées, des couleurs criardes, on ne sait pas pourquoi. Enfin bref, bon voilà. Donc identifier le style, identifier l'esthétique. Effectivement, l'école a fait l'objet d'une rénovation énergétique, bien entendu. On a convaincu le maître d'ouvrage d'aller jusqu'au bout sur ce plan-là. Et voilà, ça permet donc simplement de trouver une écriture qui permette de révéler, de remettre à jour l'esthétique originale. Là, c'est le hall de l'école. Et là, par contre, vous voyez, le cylindre le plus important là-bas, c'est celui qui est un peu pointeux, est neuf. Donc voilà, j'ai besoin de le caler à cet endroit-là. Donc de manière à trouver parfois une écriture qui complète le bâtiment existant. Le même bâtiment, pour la composition, on s'inspire de la composition de la façade, de l'autre côté, avec un système de bandeaux et de trumeaux cannelés, et on essaie de le retrouver sur l'extension. Une citation discrète de ce qui se passe de l'autre côté. Et ça, donc, la question de la créativité ou la création architecturale est toujours possible, et on peut avoir des jeux comme ça qui sont assez intéressants. Et l'idée là également, c'est d'avoir des fenêtres de toute hauteur, parce que c'est une école maternelle, et donc la hauteur de l'œil d'un tout petit, c'est à peu près ça, et c'est intéressant pour qu'il voit dehors. Hein, c'est pas seulement un geste esthétique. Je vais aller plus vite. Renouveler à Saint-Chamond l'entrée d'un lieu culturel, une collaboration avec des designers, et où c'était une espèce de vieille entrée de piscine en carrelage blanc des années 80, assez catastrophique, et il a fallu faire autre chose. Donc première collaboration, c'est un projet un peu ancien, mais première collaboration avec un designer qui a fait la coloration et le mobilier de l'intérieur, et avec un auvent, le petit auvent que vous voyez, qui est devant, qui supporte le nommage de la salle, et qui est en tôle cintrée, et qui évoque aussi, renvoie à l'industrie, au passé de Saint-Chamond et au savoir-faire de la vallée industrielle de Saint-Chamond sur les technologies du métal. Voilà, donc rapidement ces petits quelques modes de faire. Hein, donc il y a une grande diversité de modes de faire sur la réhabilitation. Et aussi, faire la réhabilitation, c'est souvent de rencontrer des gens. Parce que vous pouvez avoir des bâtiments qui sont occupés, qui sont en fonctionnement, avec des équipes, ça peut être des maisons de retraite, des écoles, des administrations, enfin un certain nombre de bâtiments, avec le même phénomène qui se passe un petit peu pour le bâtiment lui-même, où les choses se sclérosent, il y a des couches, il y a des rustines qui s'ajoutent les unes aux autres. Et ben, dans les usages, dans les pratiques, parfois les gens s'endorment un petit peu dans leur routine.
Et la réhabilitation permet de réveiller un petit peu cette routine. Parfois, les usages évoluent et le bâtiment, lui, reste figé. Et donc, il faut refaire coïncider le bâtiment aux nouveaux usages. Et là, à ce moment-là, c'est important d'aller à la rencontre des gens au travers de workshops, par exemple, pour faire travailler les gens sur leur métier, sur leurs pratiques, sur leurs attentes, sur leurs valeurs, et nourrir le projet de ce travail de rencontre avec les équipes, les usagers, etc. Donc ça, c'est des choses qui se mènent en équipe pluridisciplinaire aussi. Et c'est un champ aussi que je vous invite à explorer. Voilà, donc là, c'est des résultats. Donc après, dans les modalités, c'est des jeux de post-it, de nuages de mots, de choses comme ça. Hein, il y a des tas de méthodes là-dessus. Et ça devient, à mon sens, assez indispensable. Et c'est aussi indispensable donc de sortir de cette pensée en silo où on fait uniquement la rénovation thermique, on fait que l'extérieur, on ne s'intéresse pas aux usages, ou qu'aux usages et pas à la rénovation thermique. Voilà, il faut que l'intérêt, c'est aussi de croiser les approches. Et c'est assez intéressant. Et là, on le fait avec des bureaux d'études. C'est une petite méthodologie là-dessus, où on a une approche technique avec les bureaux d'études, hein, sur la performance thermique pure, etc., l'obsolescence des systèmes et tout ça. Un diagnostic architectural et un diagnostic d'usage. Et on revient vers le maître d'ouvrage en croisant tout ça, en croisant toutes ces données et en proposant différents modes d'intervention et bien entendu différents budgets qui associent. Voilà. Merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que vous venez de présenter tous les deux, il y a une chose extrêmement importante à cerner en tant qu'architecte praticien, c'est que la conception même du projet ne s'arrête pas à l'APD ou au permis de construire. Elle est en constante évolution et elle évolue notamment sur le chantier, qui est une phase extrêmement importante du projet, surtout en réhabilitation, où vous allez être confronté, effectivement, on parlait du bâtiment, son usage, sa matérialité, ses matériaux, sa construction, sa constructibilité, et en lien avec les entreprises qui auront été retenues, vous allez avoir une vraie évolution de la conception du projet, vous allez être dans l'obligation d'y répondre, parce que souvent il y a des divergences en fait d'opinions qui arrivent en cours de chantier avec les entreprises, quelles qu'elles soient, tout corps d'État, avec des choix à faire qui peuvent parfois remettre en question ce qui a été dessiné au départ. Alors je ne sais pas si vous l'avez... je vais rebondir là-dessus parce que j'ai eu comme disait M. Roussel, tous les projets sont bons à prendre et pour ma part, j'ai eu l'occasion de réhabiliter une extension une extension. Mes parents ont acquis une seconde partie d'un corps de ferme qui avait été divisé. C'est un corps de ferme du 15-16e siècle. Et ils ont acquis une seconde partie. Le projet ne représente que 70 mètres carrés. C'est pas grand-chose. Mais il y a tellement de petits détails qui font que le projet en lui-même est réellement passionnant. On a eu vent de la part des voisins, une ancienne voisine qui connaissait les personnes qui habitaient avant, qui avait potentiellement une charpente sculptée, que la charpente était ouvragée et sculptée, sauf qu'il y avait un faux plafond. Donc la première étape, on est déjà dans le chantier, mais déjà il faut sensibiliser les intervenants, il faut sensibiliser aussi les personnes qui vont démolir, leur dire faut faire attention, vous avez potentiellement quelque chose de fragile en dessous, de fragile et de vraiment intéressant caché sous les faux plafonds, donc il ne faut pas y aller comme des bourrins, quoi. Il y a ça, et vous pouvez vous retrouver aussi en cours de chantier ou avec des mauvaises surprises. Par exemple, dans ce projet-là, il y avait un conduit de cheminée qui avait été collé contre la charpente.
Ça avait complètement pourri la charpente, sauf que la charpente est ouvragée. La charpente date à peu près du XVIIIe siècle, et c'est le genre de choses c'est un modèle unique. Il n'y a pas moyen de le refaire. Donc il a fallu sensibiliser aussi et revoir l'économie de chantier pour adapter ça, et aussi sensibiliser le propriétaire pour lui dire ça c'est un lot extrêmement important, et l'intégrité structurelle passe avant le reste. Si jamais vous avez à faire un choix, c'est ça. Et oui. Allez-y. Je m'excuse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler de méthodologie, en fait, sur la façon dont on peut aborder la question du projet. Et vous évoquiez tout à l'heure les phases conception et la phase chantier, mais aussi un élément très important et qu'on oublie très souvent, en fait, et notamment au niveau des maîtrises d'ouvrage, c'est ce qu'on appelle le programme. Et le programme, il est fondé sur notamment en réhabilitation, il est fondé sur un diagnostic préopérationnel, en fait, donc du bâtiment existant sur lequel on va intervenir. Ce diagnostic va prendre en considération l'histoire du lieu, ses usages, ses évolutions d'usage en fonction du temps qui est passé, de la structure, de ses possibilités en termes de reconversion, les ressources dont on dispose. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut cibler bien avant le projet et qui, là, du coup, ne concernent pas l'architecte praticien, mais qui pourrait concerner justement l'architecte dans une autre pratique qui est, comme celle que j'exerce aujourd'hui et que je trouve intéressante, en tant qu'élu, mais aussi en tant que conducteur d'opération, donc dans une société publique locale qui accompagne donc les collectivités dans la conduite d'opération, c'est qu'en fait, on va pouvoir identifier les enjeux, les objectifs, les attentes, les besoins au travers du programme, et qui, en gros, est une grosse recette qu'on développe, et qu'après, derrière, les équipes de maîtrise d'œuvre, en fonction des compétences qui ont été regroupées suivant ces enjeux, objectifs et attentes, pour pouvoir mettre en forme cette recette, et qui permet en fait d'aboutir au niveau de la conception et de la réalisation à la construction du lieu. Donc ça, aujourd'hui, et c'est un des sujets qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'architecte a vraiment un rôle important en tant que praticien, mais il peut avoir aussi un rôle important dans l'élaboration de cette stratégie préopérationnelle, puisque en fait, c'est bien lui en fait qui dispose des outils pour pouvoir cibler ces enjeux-là, quoi. Voilà, donc c'était un sujet important. En fait, le vrai mot qui caractérise l'architecte et surtout celui de demain, c'est l'agilité. Il va falloir être une nouvelle génération d'architectes extrêmement agiles, qui ne soient pas figés dans une pratique, qui puissent rebondir et effectivement se retrouver aux côtés des acteurs locaux, pas forcément dans une pratique libérale, mais accompagner les créateurs de nos territoires demain, dans la construction de nos villes, que ce soit dans le cadre de sociétés locales, d'agences d'urbanisme, à l'échelle des territoires, ou dans les collectivités territoriales, ou conseil départemental, régional, peu importe, tous ces organismes qui concourent aujourd'hui à la construction de la ville. Oui, allez-y. Mais aussi sur ces métiers, excuse-moi, sur ces métiers d'architecte, parce que donc moi je cite toujours Bouchin, le livre Construire. Faut vraiment, si vous l'avez pas lu aussi, ça donc lui il dit le chantier est un lieu de savoir. Donc déjà moi je trouve que c'est vrai dans les constructions neuves, c'est-à-dire que le chantier c'est un lieu de création. Vraiment on a des décisions mais qui sont tellement importantes. On voit et ensuite, mais en réhabilitation c'est x10 en fait, x10. La personne qui va suivre le chantier, elle va prendre des décisions qui vont complètement changer la perception du projet. Donc évidemment, l'architecte doit être capable de concevoir et de construire, mais moi je suis à une échelle d'agence où souvent je travaille partout en France, c'est pas forcément moi qui suis mes chantiers. Et je passe beaucoup d'énergie à trouver la personne qui va le faire, parce que ça va être limite un co-concepteur en fait. Alors après, elle va soumettre les solutions, mais tout ça pour dire que dans les métiers, il y en a qui sont aussi plus à l'aise pour
construire ou pour faire de l'architecture un peu dans cette contrainte du chantier. Et moi, je vois beaucoup de profils qui se révèlent sur les chantiers et qui ont plus de mal en phase amont. Donc, dans le corpus que vous êtes, je suis sûr que certains d'entre vous, peut-être, vont beaucoup plus s'épanouir sur ces phases très concrètes du chantier. Et il ne faut pas dire que c'est des phases à une certaine époque. Voilà. En fait, il faut valoriser ce moment-là. C'est extraordinaire, un chantier. Et peut-être que dans votre parcours d'architecte, il y a vraiment 1000 façons de l'exercer. Le chantier, ce sera votre manière de vous exprimer. Vous pourrez travailler en collaboration avec d'autres architectes. Ou voilà. Comparativement au temps du projet, le chantier est souvent beaucoup plus long que la conception même du projet. Oui, je voulais juste rebondir sur l'agilité, mais au sens extrêmement physique du terme. Et je vous invite, lorsque vous allez aborder la question de la réhabilitation, si c'est possible et si c'est à l'échelle le correspond, de faire vos relevés. Vous achetez un décamètre ou un laser, ça ne coûte pas très cher, et vous faites vous-même vos relevés et vous mettez au net vos relevés. C'est une question extrêmement basique, mais c'est essentiel. Et vous, quand il y a un faux plafond, vous soulevez le faux plafond. Quand il y a une trappe, vous soulevez la trappe. Vous allez ramper dans la cave, vous montez dans le grenier, regardez la charpente, vous regardez les combles. Vous essayez de comprendre votre bâtiment. Et c'est une fois que vous aurez fait ce travail qui demande un engagement physique, parce que c'est très concret, vous serez à même de faire des propositions qui seront pertinentes. Et puis vous aurez votre chantier dans les mains. Donc voilà, j'ai juste cette petite incise méthodologique. Allez-y, ça demande de l'engagement. Et c'est alors, effectivement, particulièrement en réhabilitation, alors moi, je suis dans une petite agence et j'ai fait très souvent les chantiers des choses que j'avais conduit les chantiers des choses que j'avais conçues. Donc le processus, on l'a de A à Z, donc c'est un peu plus facile de maîtriser. Effectivement, il faut avoir un axe esthétique ou un axe de projet qui soit fort pour qu'il survive aux aléas du chantier. Parce que vous, en réhabilitation, on a parfois des mauvaises surprises. Il peut y avoir de la mérule dans une charpente, enfin des choses pas possibles. Et à chaque fois, on apprend, à chaque fois, on est surpris, et il faut être en capacité de réagir. Mais si vous êtes trop distant des choses, eh ben, la capacité de réagir n'est pas forcément adaptée. Voilà, donc c'est aussi un engagement de faire de la réhabilitation et c'est aussi un métier de terrain. Pour rebondir sur le relevé est une démarche qui se fait à la main. La main est connectée directement au cerveau de l'architecte. Il n'y a pas l'intermédiaire de l'informatique. Quand vous êtes dans le relevé, vous êtes déjà dans la conception. C'est-à-dire que vous avez déjà votre esprit qui se met à concevoir le projet puisque vous avez déjà en tête le programme. Donc c'est vraiment une démarche extrêmement importante qu'il faut conserver au niveau des projets que vous allez faire plus tard. Et cette réactivité est extrêmement importante si vous voulez réemployer les matériaux. Le projet de M. Roussel dans le cœur de Paris est très édifiant là-dessus. C'est que vous avez des matériaux extrêmement intéressants et de qualité. C'est l'occasion de vous en servir. Pour le projet de maison de mes parents, ils ont eu l'occasion de... Juste à côté, ils ont eu de la chance, il y avait une démolition qui avait lieu. Ils ont pu récupérer des éléments de charpente de ce projet-là, les traiter avec de l'huile de lin, pas grand-chose, mais ça leur a permis de recréer un nivellement pour la cour. Du coup, la cour n'a coûté finalement que le gravier qu'ils ont mis en place. Il y a un nouveau concept qui est en train de naître qui s'appelle le concept de la mine urbaine. Donc ce n'est pas les mines de charbon, c'est la mine urbaine, c'est-à-dire qu'on va chercher la ressource dans les résidus urbains au moment des phases chantier. Donc c'est pour ça que je parlais des nouveaux métiers. On a aujourd'hui des architectes qui montent des agences d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le réemploi des matériaux, donc qui interviennent en amont du projet aux côtés des porteurs de projets, des maîtrises d'ouvrage publics ou privés, pour faire des diagnostics en fait, sur les bâtiments et arriver en phase amont à diagnostiquer les matériaux qui vont pouvoir être réutilisés ou alors aller chercher sur d'autres chantiers dont ils ont la connaissance des matériaux, pareil, qui vont pouvoir être réutilisés sur le chantier à venir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que c'est à vous? Profitez-en. Vous avez la chance d'avoir une grande personnalité là, autour de la table ronde. C'est vraiment le moment de poser des questions par rapport à ce que vous imaginez, vous, dans votre avenir d'architecte, là où vous en êtes aujourd'hui, en Master 1 ou 2.
et par rapport à ce que vous comptez faire après, ce que vous avez déjà fait dans les stages, ce que vous avez déjà vécu. Il faut que ce soit une vraie discussion, lancez-vous. Il en faut un premier et puis après, ça va venir tout seul. Là, vous êtes multi-année ou vous êtes une année spécifique? C'est mélangé là les années. Et qui se lance? Ça vous intéresse pas? Vous voulez faire du neuf? Non, c'est plus possible, ils n'ont pas de référence. Vous n'allez pas beaucoup bosser. Ils ne seront jamais sélectionnés. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation et la table ronde. Moi, je voulais revenir sur l'évolution de la pratique. Est-ce que finalement, on parle beaucoup de tout patrimoine, et est-ce qu'à un moment, en fait, dans la pratique, vous mettez il y a des limites sur ce qui est vu en chantier et ce qui est vu sur site en amont, et quel regard vous portez sur le chantier, notamment quand on aborde la réhabilitation, et est-ce que vous avez vous orientez aussi vos pratiques vers finalement l'ouverture un peu de Caroline Rock sur le réemploi des matériaux, et donc aller chercher d'autres matériaux pour répondre aux besoins, ou c'est en cours d'évolution, ou pour l'instant c'est un peu compliqué de le prendre en compte, parce que je sais que par exemple à Bruxelles ou en Belgique, ils sont très en avance sur ces pratiques-là, et est-ce que là, sur le réemploi des matériaux, en fait, c'est quelque chose qui devient primordial et donc qui va changer la méthodologie de projet au sein d'une agence? Non, c'est intéressant votre question. Donc déjà, on a quand même Bellastock en France. Il y a Quentin qui est là. Donc il y a des acteurs français aussi qui ont été précurseurs sur cette question du réemploi. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est très intéressant parce que là, il y a une vraie prise de conscience. Donc, comme je vous disais, sur la réhabilitation, le réemploi, il n'y a pas vraiment encore les outils, les réglementations. Donc nous, à l'agence, par exemple, on met en place, on essaye de quantifier ce réemploi, communiquer sur cette quantification. Après, il y a le réemploi qu'on voit, qu'on ne voit pas. Souvent, le réemploi qu'on réutilise, on ne le voit pas dans les bâtiments qu'on construit. Mais il y a un vrai enjeu pédagogique, mais véritable. Parfois, il est indépendant de l'enjeu écologique, mais cet enjeu pédagogique, l'outil n'est pas vraiment construit. Donc vous aussi, votre génération, je pense, créer ces outils, comment on parle de réemploi, comment on le communique, à qui on en parle, nous, c'est une stratégie qu'on met en place. Alors aujourd'hui, il y a souvent, là, je travaille beaucoup avec Pleine Commune, donc c'est le grand aménageur de Seine-Saint-Denis, et eux, leur objectif, c'est 1% de matériaux en réemploi dans le nouveau bâtiment, en construction neuve. Et souvent, ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc aujourd'hui, le chiffre qui fait référence, c'est ce 1%. Voilà. Et donc, moi, je vois que c'est... Mais c'est récent, ça fait 6 mois que je le vois. C'est comme ça qu'on mesure... alors là, je parle en construction neuve. Mais l'idée, c'est aussi qu'on commence à intégrer du réemploi. Donc voilà. Et donc ça, après, il y a tout un champ graphique à créer. Et nous, on sait qu'on est assez stratégique là-dessus. Et je vois que c'est, en termes de puissance de conviction, c'est très efficace. Parce qu'encore une fois, c'est un sujet, ça y est, qui est rentré dans l'inconscient collectif. Et donc, ils attendent des architectes qu'on mette en place les bonnes idées, qu'on les communique. Et donc, c'est un moment très intéressant pour nous, je trouve, par rapport à cet enjeu du réemploi. Par rapport à ça, là aussi, je me positionne en tant que maître d'ouvrage. En tant que maître d'ouvrage, aujourd'hui, nous, notre travail qui permet de lancer les études d'opération, comme je disais tout à l'heure, s'arrête au programme. Après, on accompagne, je dirais, les équipes de maîtrise d'œuvre dans le suivi des études et du chantier. Mais en tant que maître d'ouvrage, on peut définir dans le cadre du programme qu'il y a une volonté, je dirais, assez noble de pouvoir faire du réemploi. Après, sur la commande publique notamment, et ce qui relève des ERP, sur la question du réemploi, on est quand même aussi confronté à des problèmes de réglementation. Complètement. Mais il y a des solutions à trouver, ça c'est les architectes. Exactement. Et que là, ce sont effectivement les équipes de maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, structures notamment, qui doivent faire le nécessaire pour faire preuve d'imagination
et surtout de malice pour pouvoir essayer de compenser des problématiques réglementaires ou même les contourner pour pouvoir les faire accepter par des bureaux de contrôle qui vont être très pragmatiques dans la façon d'aborder les choses et qui vont, eux, vouloir être dans une lecture très rigide en fait, de la réglementation qui est applicable. Mais c'est très important ce que tu dis, c'est-à-dire que l'architecte qui comprend la problématique technique du réemploi, il va avoir une longueur d'avance, mais voilà, donc comprendre qui sont ces acteurs, le bureau de contrôle, il reprend un rôle central, les questions d'ATEX, réglementation, c'est une approche différente, technique, mais vraiment je vous sollicite à la curiosité par rapport à ces démarches, parce que encore une fois, il y a vraiment un trou béant, hein, je pense, donc ça arrive, mais il y a une place à prendre, et je pense là, votre génération d'architectes, c'est à vous aussi d'arriver avec une énergie sur ces sujets, quoi. Il y a un grand paradoxe aujourd'hui en France qui commence à être, une partie qui commence à être contestée, c'est la règle, la notion de la règle. On avait la réglementation thermique 2012, on a juste eu le temps de se l'approprier qu'on est déjà dans la réglementation environnementale 2020. Elle est tellement complexe que même dans les services instructeurs, on n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire. Et elle est tellement complexe qu'elle contraint la conception des bâtiments. C'est-à-dire qu'on en vient à changer la conception des bâtiments parce que vous n'êtes pas dans la réglementation 2020. Demain, effectivement, la question du réemploi va être centrale et beaucoup plus centrale au niveau de l'environnement et de sa capacité à atteindre la neutralité carbone que la réglementation 2020. Il y a un vrai paradoxe au niveau de la règle où on a des couches et des couches et des couches et des couches en France. Parce que quand vous voyagez et que vous allez dans d'autres pays et que vous visitez des bâtiments, que ce soit de la réhabilitation ou de la construction neuve, vous êtes en permanence en train de vous demander comment ils ont pu faire ça, ça ou ça, parce que vous, en France, vous n'auriez pas pu le faire avec les règles RP et les règles de réglementation, quelles qu'elles soient. Oui, alors sur la question du réemploi, c'est une problématique qui est émergente. Il y a des très belles choses qui se font. Il y a plusieurs écueils qu'il faut arriver à travailler, mais qui sont aussi des lieux d'expérimentation et des lieux d'inventivité. Ce que je veux dire, et puis il y a plusieurs niveaux dans les choses. Hein. Il y a la question de l'économie circulaire qui est sous-jacente. Hein. L'économie circulaire, c'est de cradle to cradle, du berceau au berceau, c'est-à-dire qu'on considère le déchet comme une ressource. Ce qui se passe et ce qui déjà est à mettre en place de manière assez forte, et il faut beaucoup de vigilance, c'est simplement dans la déconstruction, le tri des déchets. C'est-à-dire pour pouvoir les valoriser, il faut les trier. Et ça, il faut être assez vigilant auprès des entreprises de démolition pour que ça soit effectif et que ces déchets soient valorisés et retransformés. Il y a des entreprises, par exemple, les menuiseries en PVC. Je n'ai pas un amour exceptionnel pour le PVC, mais on est capable aujourd'hui de retraiter relativement localement du PVC pour en faire de nouvelles fenêtres PVC. Donc ça implique de trier. Ce qui veut dire, ces opérations de tri, ça veut dire qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre qui va être associée à la transformation de cette ressource. Et la question, on bute sur cet écueil aussi, de cette main-d'œuvre. Ensuite, il y a la question de la distance, c'est-à-dire la question du transport. Le coût de transport, si vous êtes vraiment trop loin de la ressource, le coût de transport et le coût énergique du transport va obérer la valorisation de ce que vous allez traiter. Et là, il y a un champ d'expérience aussi, mais qui est plutôt esthétique, c'est de se dire, vous n'êtes pas obligé de transformer une fenêtre en fenêtre, ça c'est compliqué, mais vous pouvez transformer les montants de la fenêtre, vous pouvez transformer en clôture par exemple, etc. Et vous appuyez sur le dessin qui est très beau de la coupe d'une fenêtre pour en faire une marqueterie, pour en faire une clôture, pour en faire, etc. Donc il y a ce travail de transformation de l'objet en autre chose, lui trouver une seconde vie, mais en transformant son usage. C'est aussi un lieu de créativité, mais là, il faut pouvoir le dessiner. Et puis, il faut être capable, dans son architecture, d'accepter, et puis le mettre aussi, prendre un lot de carrelage, le casser par terre et faire avec, et faire un dessin avec. Voilà. C'est une vraie question, mais c'est un vrai champ, et à vous de vous l'approprier. Et réemploi ne veut pas dire diminution des coûts non plus. Ça va simplement... ça va simplement réorienter où vous allez mettre l'argent dans le projet. Comme vous l'avez dit, c'est énormément de travail en amont et surtout dans la phase de déconstruction. Et la phase de déconstruction va être
un moment crucial pour analyser les matériaux que vous pouvez potentiellement réutiliser et les inclure dans votre projet. D'autres questions? Des questions? Justement, la question du coût. Vu que le béton, c'est un problème et que ça émet beaucoup d'émissions de CO2 et tout ça, dans le futur, ce serait l'idéal de ne plus l'utiliser autant qu'aujourd'hui ou avant. Mais quand vous parlez du fait que la réhabilitation coûte plus cher que de tout démolir et de refaire quelque chose en béton plus propre et aux normes, comment vous répondez au problème en tant que... Alors, je suis désolé, c'était mal compris, mais donc moi sur le projet que j'ai montré, c'était moins cher de réhabiliter que de détruire et reconstruire. Vu qu'on a fait les deux sur site, on a pu comparer. Donc non, la réhabilitation, ce qu'on dit, ce qui est un peu cher, c'est le réemploi, c'est-à-dire réhabiliter, mais en plus réutiliser des matériaux parce qu'il faut souvent les envoyer au labo, vérifier, faire un tri. Donc le réemploi, c'est une démarche récente. Dont il faut améliorer les process. Mais c'est pas grave, c'est des périodes transitoires comme ça où il y a des gens toujours, il y aura des commanditaires comme à Fermini bienveillants où ils vont nous donner les moyens de le faire et puis après on va optimiser les process et puis le réemploi ça va augmenter puis ça va devenir quelque chose où on va écraser les coûts. Mais non, donc tu as très bien dit que le béton il faut moins l'utiliser, mais du coup conserver en fait, voilà, on l'a bien vu dans les projets présentés, c'est donc faire avec le Déjà-là. Donc souvent en France, le Déjà-là, c'est du béton, pas que, j'ai montré un projet en bois. Et donc on comprend la structure et on la réhabilite. Voilà. Et s'il faut de la construction neuve, c'est là où il faut vraiment questionner les matières traditionnelles. C'est 18 bâtiments sur 20 aujourd'hui. 9 sur 10 sont encore construits en béton en France. Donc il faut que vous arriviez aussi un peu à accentuer le phénomène qui est en train de se passer, mais qui reste minime, là, de changer les modes constructifs. Mais voilà. Et du coup, par rapport à ça, comment vous pensez pour plus tard, sachant que, imaginons qu'un client demande juste un logement, par exemple, 4 façades, mais pas forcément en béton, et qu'au final, vous lui proposiez quelque chose, mais qui soit trop cher pour lui. Et si son budget est limité, peut-être que vous n'auriez pas le choix de le faire en béton. Est-ce que vous le feriez ou pas? Alors, faux. Déjà, il faut aujourd'hui, il y a des alternatives au béton à moindre coût. Et non, il ne faut pas se dire j'avais pas le choix de le faire en béton. Il faut chercher des alternatives, rediscuter avec lui. Bon, un bon projet, c'est souvent une bonne commande. Donc, vous n'allez pas non plus pouvoir tout faire sans un client qui accompagne votre démarche. Donc mais en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut bien maîtriser les modes constructifs alternatifs si vous parlez, par exemple, on commande une nouvelle maison. Et puis après, il faut le bon matériau au bon endroit. Il faut bien comprendre le coût de chacun. Et en tout cas, sur la petite échelle, le bois, ça peut être potentiellement plus cher sur des immeubles que je fais, moi, de 10 niveaux, 15 niveaux, dans des villes hyper denses. Sur la petite échelle... ne vous inquiétez pas, si vous maîtrisez bien le dessin, ce qu'on disait, c'est quoi un charpentier, comment il est construit, vous prenez la contrainte de la matière, il n'y aura pas de problème de surcoût. Donc sur les petites échelles, souvent, qui sont les échelles à laquelle on accède quand on est une jeune agence, il n'y a pas de sujet de surcoût, c'est plus sur des gros bâtiments, mais à ce moment-là, vous serez aidé. Sur cette question-là, ce qu'il faut voir aussi, c'est vrai qu'on parle souvent du coût d'une opération, mais on ne parle jamais en fait du coût global. Et quand on dit coût global, il peut y avoir le coût de construction, mais il peut y avoir aussi le coût d'exploitation et le coût de maintenance sur la pérennité et la vie de cette construction. Donc aujourd'hui, il peut y avoir un investissement qui est plus important au niveau de la construction, mais qui soit beaucoup moins important dans l'exploitation du bâtiment. Et ce qu'il faut voir, en fait, il faut voir les choses dans sa globalité. Ça, c'est une chose sur laquelle j'essaie de me battre tous les jours au niveau des collectivités pour leur faire comprendre ça. Parce qu'en fait, eux, la seule chose qu'ils voient, c'est l'investissement qu'ils vont faire, sans imaginer ce qui va tout se passer, enfin tout ce qui va se passer en fait derrière dans l'exploitation du bâtiment. Et puis après, l'autre point qui est important, c'est la pérennité de l'ouvrage. Enfin, je veux dire, on peut construire moins cher au début, mais si au bout de 10 ans, il faut tout reprendre, je
pense qu'on a plutôt intérêt à payer un petit peu plus cher et que le bâtiment dure 20, 30, 40, 50 ans, quoi. Voilà. Donc c'est des arguments de ce type-là en fait, qu'il faut mettre en avant vis-à-vis des maîtres d'ouvrage en, fait, en tant qu'architecte. Et il faut que les maîtres d'ouvrage aient pleinement conscience en fait, de cet enjeu-là, quoi. C'est extrêmement important ce qui vient d'être dit. La notion de coût global, aujourd'hui, elle est indissociable du projet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui travailler à un projet sans anticiper son coût global, c'est-à-dire son coût de fonctionnement à terme, son coût d'investissement et son coût de fonctionnement à terme sur sa durée de vie estimée à 30 ou 50 ans. Là-dessus, j'ai un chiffre pour que vous ayez bien en tête, parce que c'est vrai que donc, sur une opération immobilière, on va dire statistiquement moyenne, un bailleur, quand il construit un bâtiment sur une durée de vie de 50 ans, la construction, c'est 20% de son coût global. 80% de son coût, entre l'entretien, l'énergie, les factures, c'est la durée de vie du bâtiment. 20, 80. Et souvent, on s'y intéresse trop peu, mais si vous êtes bon sur ces 80, dans les dispositifs que vous mettez en place, la manière de le communiquer, le 20% de construction, ça se trouve, vous allez le monter et vous améliorez votre commande. Et pour ça, il faut savoir de quoi on parle quand on parle des 80. Et ce n'est pas forcément des choses que les architectes s'intéressent. Mais voilà, donc c'est très important ce que vous soulignez, parce que c'est un vrai enjeu aussi pour sortir du low cost de construction et mettre un peu plus de moyens, parce qu'on gagne de l'argent sur la totalité. On parlait de méthodologie tout à l'heure. C'est là où effectivement le devoir de conseil et la manière dont vous allez conseiller le maître d'ouvrage, qu'il soit public ou privé, est extrêmement important. Le langage parlé de l'architecture, la vulgarisation de l'architecture, elle est extrêmement importante pour arriver justement à transmettre à la maîtrise d'ouvrage ces 80%-là pour expliquer pourquoi vous êtes dans ce coût d'investissement-là au départ. Et du coup, dans un choix de matériaux particuliers. Aujourd'hui, de proposer une construction en terre crue, vous avez les maîtres d'ouvrage qui vous regardent avec des grands yeux ouverts en disant mais ça va pas. Mais si, parce qu'à un moment donné, arriver à démontrer que la construction en terre crue ou l'utilisation de la paille, du chanvre, du lin va coûter au final moins cher dans la durée de vie du bâtiment, vous allez réussir à avoir un intérêt de la part du maître d'ouvrage qui, au final, lui, va devoir payer et la construction ou la réhabilitation, mais aussi l'exploitation du bâtiment. Donc ce devoir de conseil et la méthodologie employée pour transmettre ce conseil, elle est fondamentale. Oui, j'ajouterais, si vous permettez, par rapport à vos problématiques. Alors juste par rapport au coût global, une petite incidence. Il y a aussi les honoraires, donc vous pouvez aussi parler de vos honoraires dans le coût global du bâtiment. Ça vous permet de les relativiser. Voilà, c'est une vraie contrainte pour travailler. Pour pouvoir travailler, il faut gagner un peu d'argent quand même. Oui, il faut que vous ayez une maîtrise des modes constructifs. Il y a Dimitri l'a très, très bien dit, c'est le bon matériau au bon endroit. Et suivant les cas, il faut pas essayer de mettre il faut mettre le matériau au bon endroit et donc maîtriser ou avoir une connaissance suffisante des différents modes constructifs, qui peut être le béton, qui peut être le bois, qui peut être la terre, qui peut être la brique, qui peut être etc. Et avoir cette espèce d'agilité pour les proposer là où il le faut, là où c'est pertinent, et aussi pour les mixer, faire des mixtes. J'ai pu faire quelques immeubles de logements sociaux en bois-béton, c'est-à-dire des refends et des dalles en béton et une enveloppe complètement en bois préfabriquée qui est arrivée avec une grue et rapportée sur la façade. Donc, et cette souplesse et cette agilité que vous avez dans les modes constructifs, c'est important de l'acquérir, et à ce moment-là, vous allez être force de proposition. Des exemples vous avez un bâtiment à faire avec un rez-de-chaussée qui doit supporter des poussées horizontales de terrain parce que c'est du remblai à côté, allez pas le faire en bois, vous allez partir dans des choses compliquées d'entrée. Donc là, il faut du béton. La partie supérieure, elle peut être en bois à ce moment-là. Donc trouver la manière d'assembler le bois, le béton, les autres modes constructifs. Je vous ai montré Bonson. Bonson, j'ai glissé là-dessus. Il y a du béton, il y a de l'ossature bois, il y a plusieurs modes. Et c'est intégré dans une esthétique, je le souhaite, je l'espère en tout cas, qui unifie tout ça. Donc il faut acquérir cette agilité. Dans le cadre d'une réhabilitation, ça peut être l'occasion, si vous avez l'occasion d'étudier
les archives initiales du projet, ça peut vous permettre de rebondir aussi d'une certaine façon, parce que vous aurez peut-être l'occasion de trouver des informations sur les qualités constructives, sur les intentions de projet initial, les matériaux qui ont été mis en place, et de rebondir sur quelque chose qui est adapté à votre vision des choses, mais qui soit adapté à la situation de votre projet. Juste pour revenir sur les honoraires de l'architecte, aujourd'hui, quand on répond à des projets sur les honoraires, on parle d'honoraires globaux aussi, hein, donc c'est architectes et bureaux d'études confondus. Il y a quelques années, on était aux alentours de 14%, on est passé à 12%. Aujourd'hui, vous êtes entre 8,5 et 9,5. Allez, on va monter jusqu'à 10 pour les opérations complexes. Et vous avez des agences aujourd'hui qui arrivent à répondre à 6,5 ou 6. Sachant que, je reviens sur la part marché public, hein, donc vous avez la part marché privé, la part marché public. La part marché privé avec les bailleurs, elle existe aussi. Le critère prix est extrêmement intéressant. Donc derrière la méthodologie que vous allez développer dans vos mémoires techniques, donc il y a le parler, il y a l'écrit aussi, hein. Tout projet passe par l'écrit. Donc vous devez être en capacité d'écrire ce que vous allez concevoir demain, ou la méthode que vous allez proposer à votre maître d'ouvrage, et c'est ce qui va faire la différence dans les analyses de vos dossiers par rapport aux critères prix. Parce que si vous avez une agence qui répond à 6%, de toute façon, lui, il aura 10 sur 10 à son critère prix, quoi qu'il arrive. Et il ne sera pas considéré comme moins de 10 ans. Aujourd'hui, on ne pourra pas l'éliminer là-dessus. En revanche, la méthode que vous allez déployer dans vos dossiers et dans votre mémoire technique pour aborder le projet de réhabilitation ou de construction neuve va faire la différence. Par rapport à ça, là encore, je me positionne en tant que maître d'ouvrage. Aujourd'hui, on commence à être vigilant quand même sur ces questions-là. Il y a un petit changement, oui. Ouais, voilà. Je ne voulais pas réaborder le virage. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que quand on a un maître d'œuvre qui répond à 6% et qui a 5 compétences dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, on commence à être un petit peu effrayé. Et puis, surtout, on a compris, qui dit un taux d'honoraire bas, dit une méthodologie de travail moins approfondie. Et donc, là encore, ça rentre effectivement dans le coût global d'opération. Si c'est pour reprendre derrière des études, parce qu'en fait, on a plein de malfaçons, dysfonctionnements dans la conception et réalisation du projet, en fait, je vais dire, une collectivité, enfin un maître d'ouvrage, il n'est pas du tout gagnant financièrement, quoi. Donc ça aussi, c'est des choses qui commencent à mûrir et à changer. Et c'est tant mieux, parce qu'en fait, d'une part, ça dévalorise le travail des architectes au travers de ce mode opératoire. Et d'autre part, en fait, personne ne s'y retrouve en finalité sur l'ouvrage, quoi. Oui, parce que ça ne change pas votre temps de travail, hein. Le travail reste même sur le projet et sur le chantier. Pour avoir une image un peu claire de la gestion d'une agence, vous essayez de... Parce que gérer un projet, c'est du long temps, c'est du long terme, c'est parfois plusieurs années. Parfois, c'est 10 ans. Un lycée, c'est 10 ans. Donc, ou un hôpital, c'est 10 ans de sa vie. Pour avoir une image simple, c'est essayer de remplir un seau percé. Voilà. Donc après, et de le maintenir à peu près plein. Voilà. Donc c'est la vie d'une agence, c'est remplir un seau percé. Donc il faut gérer la taille des trous et puis gérer l'eau que vous mettez. Voilà. Oui, sur la prospective financière, en fait, sur la dimension entrepreneuriale, puisqu'il y avait cette dimension-là aussi sur ces tables rondes, la prospective financière, elle se fait à 2 ou 3 ans, en fait, hein. Tout le monde ne décroche pas des lycées qui lissent, en fait, par rapport au budget que ça va rapporter une dizaine d'années de travail d'agence, mais vous avez une prospective financière à 2-3 ans, donc quand vous démarrez, vous avez une année blanche, voire 2 années blanches. Oui, alors après, donc nous c'est pour ça aussi qu'il faut... Mais après, souvent, il y a quand même... il faut bien expliquer l'enjeu de l'acompte, c'est-à-dire quand vous avez votre première commande aussi, souvent on se dit j'ai une première commande, et en fait, entre le temps de négocier, machin, il y a souvent 6 mois. Donc on se dit ça y est, j'ai du travail, mais avant de toucher les premiers virements, c'est 6 mois. Donc... ce côté en fait entreprise, il est très différent de notre métier d'architecte. Et je trouve que c'est très peu enseigné en école d'archi, en tout cas à mon époque, même pas du tout. Et après, je me rends pas compte le nombre finalement d'architectes formés, le nombre d'architectes entrepreneurs. J'imagine que c'est une minorité, mais en tout cas pour cette minorité, il faut vraiment comprendre que c'est une entreprise, et même à partir de 2-3 personnes. Et donc il faut vraiment, faut pas y aller au feeling, quoi. Sinon, vous allez être frustré toute votre vie. Et nous, notre agence, moi j'ai commencé tout seul et on est 40.
mais parce que j'ai monté une entreprise dans ma tête, en parallèle de mon métier d'architecte et de tout ce qu'on a débattu avant. Mais j'ai pris des conseils financiers, j'ai une stratégie, à partir de combien de chiffre d'affaires j'emploie quelqu'un. Donc c'est un métier d'entrepreneur. Et souvent, les architectes, je connais des très bons architectes qui sont nuls en entrepreneuriat et qui sont frustrés et qui du coup créent des tensions. Donc il faut, voilà, si vous avez cette envie d'entreprendre, voilà, il faut prendre le taureau à bras le corps et se mettre dans ce positionnement-là. C'est de la gestion financière et de la gestion d'équipe. Le management est extrêmement important. À partir d'une personne employée dans une agence, vous êtes déjà en management d'équipe. Donc 40 encore plus. Mais déjà, à partir d'une personne, vous êtes dans un rapport hiérarchique avec la personne, quelle qu'elle soit, même si vous dites tout le monde travaille en open space et en bonne entente. Non, il y a un rapport hiérarchique qui s'établit de toute façon. Donc toutes ces dimensions-là, elles sont à intégrer dans votre cursus, voire à aller chercher ailleurs d'autres formations pour pouvoir la compléter. Pour finir, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Parce qu'on va devoir arrêter là cette première table ronde. On est déjà un peu en retard. Plus de questions? Ou de réflexion, ou de... Non, rien, le chauffage est trop fort. Un coût énergétique du bâtiment, là... Je peux baisser le radiateur? Je peux? Ouais, ah oui. Je vais le baisser là aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous. Bonne continuation. Merci.